Il est midi, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 7 février. Il sera question de coopération diplomatique entre l'Algérie et le Niger, avec une formation dédiée au cadre du ministère nigérien des Affaires étrangères. Des experts et anciens diplomates des deux pays sont impliqués. En France, certaines figures anti-immigration, bien qu'issues de l'immigration, rejettent leurs origines pour adopter une idéologie excluante. Nous en parlerons dans ce journal. Les mouvements de protestation se poursuivent au Maroc. Des milliers de contestataires dénoncent la précarité de leur situation et réclament des mesures urgentes dans une nouvelle manifestation. Le point dans cette édition. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, l'Algérie et le Niger renforcent leur coopération diplomatique à travers une formation destinée au cadre du ministère nigérien des Affaires étrangères. Encadrés par des experts, d'anciens diplomates des deux pays, ils développeront leurs compétences dans des domaines stratégiques. Une initiative qui illustre leur engagement face aux défis actuels. Reportage. Renforcer les compétences diplomatiques pour une meilleure représentation internationale, c'est l'objectif de cette formation destinée au cadre du ministère des Affaires étrangères du Niger. Au programme, techniques de négociation, protocoles et rédaction administrative et diplomatique. Initiée par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Institut de diplomatie et des relations internationales, cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Algérie et le Niger. Elle traduit l'engagement des deux pays à développer les compétences et à consolider les capacités diplomatiques. L'Algérie se réjouit profondément de pouvoir contribuer à cet atelier en mettant à votre disposition son expertise à travers des formateurs qualifiés. Cette formation se concentre sur 3 domaines essentiels visant à renforcer la compétitivité et la réactivité diplomatique. Au-delà de l'administration diplomatique, cette formation vise à permettre à chacun de vous de renforcer ses compétences dans les domaines tantôt mentionnés, y compris la conception et l'élaboration des documents diplomatiques, ainsi que l'appropriation de l'art des négociations internationales, aussi bien politiques qu'économiques, bilatérales comme multilatérales. Je reste convaincu que c'est à travers ce genre de formation que nous parviendrons à anticiper les défis et à répondre aux exigences de notre époque marquée par des défis de plus en plus connexes et complexes. La formation fournie par le ministère des Affaires étrangères au profit des cadres du ministère des Affaires étrangères du Niger se tiendra durant 11 jours. Au cours de cette période, les participants recevront une formation qui les préparera à fournir un service dans les domaines diplomatiques. Après la coopération entre l'Algérie et le Niger, focus sur une avancée dans le domaine de la recherche. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a récemment inauguré un institut de criminologie à Oran, une nouvelle structure qui vient renforcer la recherche et proposer un large choix de formations dans ce domaine. Explication dans ce reportage signé Yasmine Amri. Un simple badge électronique suffit pour franchir les portes de l'Institut de criminologie. Mais au-delà de cet accès numérisé, c'est un tout autre univers qui s'ouvre, celui de l'enquête et l'analyse, premier du genre en Algérie, dans le monde arabe et en Afrique. Cet institut forme une nouvelle génération d'experts capables de décrypter les scènes de crime et de renforcer l'efficacité du système judiciaire. L'Institut de criminologie est unique en son genre, tout au niveau national qu'arabe et africain. En étant spécialisé dans la criminologie, les sciences pénales et les études sécuritaires, l'objectif principal de cet institut est de former une élite de professionnels qualifiés, capables de mener des recherches approfondies pour
renforcer le système judiciaire et soutenir les institutions de sécurité. إحقاقا للعدالة وتدعيما للجهات الأمنية في هذا الجانب. المقياس الذي أقدمه هو مدخل العلوم. Le module que j'enseigne relève des sciences juridiques. Il offre aux nouveaux étudiants, notamment ceux de première année, l'opportunité de mieux comprendre et d'explorer le monde du droit. Ce qui nous a motivés à choisir cette spécialité, c'est l'unicité de cet institut qui se distingue à l'échelle nationale, continentale et arabe. Il propose une formation pluridisciplinaire avec des modules diversifiés, tout en intégrant la numérisation dans le cadre des universités de 4e génération en Algérie. À l'intérieur, les étudiants suivent une formation pluridisciplinaire. Encadrés par des enseignants spécialisés et des experts du domaine, ils apprennent à analyser des scènes de crime, à interpréter des preuves scientifiques et permettre d'appliquer la loi avec précision. Entre cours théoriques et exercices pratiques, l'objectif est clair. Former des professionnels capables d'apporter une expertise pointue aux enquêtes judiciaires et de renforcer la lutte contre la criminalité. عدد الطلبة على مستوى السنة الأولى هو 625 طالب، السنة الأولى جدع مشترك حقوق و120. En première année, 625 étudiants suivent le tronc commun de droit. En master, 120 étudiants se répartissent entre le droit pénal et les sciences criminelles, ainsi que la criminologie et les sciences du crime. Le programme de formation pour 2025-2026 est en préparation afin d'accueillir des étudiants étrangers, avec déjà plusieurs demandes d'inscription reçues. الأجانب لأن لدينا عدة اتصالات من مجموعة من الطلبة أو المترشحين للتسجيل على مستوى معهد من الإجرام. خصوصية هذا المعهد وأنه يدرس. Cet institut se distingue par son approche pluridisciplinaire de l'étude du crime, intégrant le droit, les sciences sociales, la biologie et la médecine légale. Chaque spécialiste apporte une perspective unique pour l'analyse criminologique. Cette formation est très bénéfique pour notre avenir. Le programme est très riche en modules essentiels pour la préparation de la vie professionnelle. Relevant de l'université d'Oran 1, l'Institut de criminologie joue un rôle essentiel dans le renforcement du système judiciaire algérien. En offrant une formation moderne et pratique, il contribue à améliorer l'efficacité des enquêtes criminelles, apportant ainsi une réelle valeur ajoutée à la justice en Algérie. Notre séquence mémoire nous emmène ce matin au musée El Moudjahid, lieu très symbolique, retraçant une période sombre de l'histoire de l'Algérie. Une histoire marquée par les pires atrocités commises par le colonisateur français. Reportage de Friel Chir. Nous nous sommes rendus au musée du Moudjahid, un lieu de mémoire et de respect envers ceux qui ont combattu pour la liberté du pays. Parmi les visiteurs, un homme d'un certain âge attire notre attention. Son regard s'attarde sur les vitrines exposant les armes, les lettres et les objets personnels des combattants de l'indépendance.
L'ennemi français a commis plusieurs tortures. Ils ont commencé au début par les massacres d'El Oufia à Al-Harraj, où plusieurs martyrs sont tombés au champ d'honneur. Sans oublier les victimes de la période de la résistance populaire et sans oublier aussi les enfumades commises par le colonialisme français, comme les enfumades de la Dahra à Mostaganem en 1845, au cours desquelles des milliers d'Algériens sont morts dans cette enfumade. Devant une reconstitution d'une scène de martyrs, les visiteurs s'arrêtent. Émus, Ahmed Zabana, premier combattant du FLN, guillotiné par l'armée coloniale française le 19 juin 1956 à la prison de Belbarous, Serkadji. Les Français ont essayé par tous les moyens de torturer et de déraciner tout un peuple. L'application du courant électrique sur les parties sensibles du corps, immersion dans l'eau jusqu'à étouffement, les brûlures par le feu ainsi que par d'autres moyens. On va parler sur la politique de la terre brûlée. On va parler aussi sur la France qui a essayé par tous les moyens de créer des centres de torture, des camps de concentration, des prisons. C'est pour faire isoler le peuple algérien de sa révolution. On parle sur la maltraitance des Algériens. On va parler aussi sur la femme algérienne qui a beaucoup souffert, des femmes qui ont été torturées, violées, filmées d'une façon inimaginable. On va parler aussi sur les crimes du bombe incendiaire du napalm aux effets dévastateurs sur l'homme et la nature, et sans oublier aussi les essais nucléaires. Dans le premier essai, c'était le 13 février 1960 à Regen au Sahara. Notre visite a été un moment fort en émotion et en réflexion. Ce musée raconte l'histoire d'un peuple, de ses sacrifices et de son combat pour la liberté. Le devoir de mémoire est essentiel afin de préserver l'histoire de l'Algérie pour les générations futures. Et puis ce soir, à ne pas manquer sur Canal Algérie, un nouveau numéro de l'émission Le Déshonneur avec Zohir Bendimred et Emir Nebesh. Le débat portera sur les atrocités commises par le colonisateur français en bombardant Saqiet Sidi Youssef. Le tribunal administratif de Melun, près de Paris, a annulé hier la décision d'expulsion prise à l'encontre d'un influenceur algérien qui avait été soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le tribunal, saisi en urgence, a jugé que la procédure menée par la préfecture de l'Hérault n'est pas fondée. Il a ordonné un réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de 3 mois et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour pendant cette période. Cette décision de la justice constitue un revers pour le ministre de l'Intérieur français et l'extrême droite, rejetant ainsi toute expulsion arbitraire du territoire. En France, toujours, certaines figures de discours anti-immigration sont paradoxalement issues de l'immigration. Le rejet des étrangers masque une volonté de renier leurs propres origines pour mieux s'intégrer à une idéologie excluante. Yamina Saïdi. Dans le monde de la politique française, parlant d'un phénomène qui ne relève ni des ouvrages de pensée profonde, ni des leçons d'histoire. On voit des leaders de l'extrême droite brandir les étendards de l'hostilité envers l'immigration. Aujourd'hui, l'extrême droite fait campagne sur la pureté nationale, l'Europe aux Européens et la fermeture des frontières. Pourtant, ce pays qui se targue d'être une terre d'accueil et de droit universel oublie commodément son propre passé. Il pointe du doigt les immigrés alors qu'il s'est construit grâce à eux. Jordan Bardella, figure montante de cette rhétorique xénophobe, fustige l'immigration et prône l'expulsion des étrangers. Mais ironie du sort, son grand-père était un immigré italien arrivé en France dans les années 1930. Et sa grand-mère, qui n'était pas une fille de la Révolution française, mais plutôt une immigrée du Sud. Il dénonce les dangers de l'immigration, alors que même son nom, les Français peinent encore à le prononcer. Et je dois vous dire, Monsieur Bardella, que quand vos ancêtres personnels sont arrivés en France, je crois que vos ancêtres politiques disaient précisément la même chose que ce que vous dites aujourd'hui. Et je trouve ça dramatique qu'aujourd'hui, vous soyez dans la peau de vos ancêtres politiques de l'époque. Parce qu'on disait la même chose
On disait que les Italiens ne pouvaient pas s'intégrer en France, on disait que les Espagnols ne pouvaient pas s'intégrer en France. Vos ancêtres politiques, ils étaient contre l'immigration. Monsieur Marchais, le patron du Parti communiste, il était très opposé à l'immigration parce que ça faisait de la concurrence pour les travailleurs français. Et on a construit ensemble ce beau pays qui s'appelle la France. Et on l'a construit grâce aussi à ces vagues d'immigration. Et vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a un travailleur sur 10 dans ce pays qui est un travailleur immigré. Eh ben, je vais vous dire, plutôt que de les dénigrer de manière systématique, vous devriez les remercier. Et de l'autre côté de la scène politique, Éric Zemmour apparaît comme l'homme qui veut être plus français que les Français eux-mêmes. Arpentant les rues en gardien autoproclamé de l'identité nationale, il prêche la pureté de la nation et agite la menace de l'islam et de l'immigration. Pourtant, il oublie ou préfère oublier que sans le décret Crémieux, il ne serait même pas français. Ce même décret qui a accordé la nationalité à ses ancêtres. La liste de contradictions est longue. Sarah Nafo, sa conseillère, s'alarme du danger que représentent les étrangers et réclame l'arrêt de l'immigration. Mais quelque part, dans les archives du ministère de l'Intérieur, son nom figure parmi ceux des familles venues de l'autre rive de la Méditerranée. Ils dénoncent les migrants comme une menace, alors que leur propre histoire familiale raconte une autre réalité, celle de familles traversant la mer à la recherche d'une vie meilleure. Et si la scène devait devenir encore plus absurde, il suffirait d'y ajouter Elit Hatem, conseiller de Marine Le Pen, ou Georges Massiha, cet homme venu du Moyen-Orient, soudainement devenu plus nationaliste que les Français eux-mêmes. Il prône l'exclusion et plaide pour une France authentique, tout en incarnant la plus grande des contradictions, car leur problème n'est pas l'immigration en soi, mais uniquement celle qui concerne les Arabes, les Africains et les musulmans. Il est clair que la pire forme de racisme vient de ceux qui renient leurs propres origines et qui passent leur vie à tenter désespérément de prouver leur appartenance à quelque chose qui, au fond, les reniera à jamais. La Cour de justice européenne renforce le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui en rejetant une demande de modification démographique. Sur le terrain, la répression des Sahraouis est croissante. Le Maroc tente d'instaurer un blackout médiatique sur la situation dans les territoires occupés. Amira Sefta. La Cour de justice européenne a rejeté catégoriquement la demande du commissaire européen dont l'objectif était de déformer la structure démographique du Sahara occidental. Ce refus réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par ailleurs, l'Observatoire international de surveillance des richesses du Sahara occidental a révélé que la décision incluait également le rejet d'une demande visant à rectifier certains paragraphes des jugements rendus en 2024. Dans ces décisions, la Cour a précisé qu'il existait une distinction entre les habitants du Sahara occidental et le peuple sahraoui, c'est-à-dire entre ceux qui résident dans la région et ceux qui, en tant que peuple, détiennent le droit à l'autodétermination, droit dont la détention a été longtemps écartée, tout en sachant que ce dernier est l'unique détenteur légitime de l'avenir du territoire. Au niveau des territoires sahraouis occupés, la répression des voix libres soutenant la cause bat son plein. Le régime du Marzen poursuit sa politique d'expulsion arbitraire et d'intimidation à l'encontre de tous les activistes, défenseurs des droits humains et journalistes, afin d'occulter les violations répétées des droits de l'homme dans ces territoires. Moins de 2 semaines après, le dossier des atteintes du régime du Marzen s'est enrichi de l'expulsion du journaliste Francis Carion de l'aéroport de Dakhla, où il s'était rendu pour soutenir les Sahraouis en général et défenseurs des droits de l'homme en particulier. J'ai été intercepté à l'aéroport de Dakhla. J'ai été empêché même d'entrer dans la ville. J'ai passé 1 heure et 10 minutes à l'aéroport, durant lesquelles mon passeport a été contrôlé, puis je suis parti sans accomplir ma mission. Ils ont essayé de confisquer nos téléphones. Nous avons subi des abus verbaux, au cours desquels j'ai subi une blessure oculaire. Après environ 15 minutes, nous avons été conduits au poste de police. Plusieurs organisations qui avaient déjà dénoncé par le passé les pratiques de l'occupation marocaine ont exigé le respect du cadre légal applicable au Sahara occidental, actuellement placé sous la responsabilité des Nations Unies. En attendant, le processus de décolonisation et le respect des résolutions du droit international ainsi que de la légitimité internationale. Les mouvements de protestation se poursuivent au Maroc. Des milliers de Marocains sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement devant leur situation de précarité et exiger des solutions urgentes. Badia Amarni.
Répondant à l'appel de nombreux syndicats et organisations des travailleurs, des milliers de Marocains sont sortis dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation sociale insoutenable. C'est une grève réussie. Nous poursuivons notre mouvement si le dialogue n'est pas instauré. Notre grève est suivie à près de 85%. Nous sommes contents, mais tristes pour notre pays. Nous, Marocains, devons être solidaires pour contrecarrer le gouvernement et ses décisions. Cet énième mouvement de protestation met en avant l'échec des politiques menées par le Marzen et qui ont mené à l'effondrement de l'économie et pas que, puisque la situation sociale est aussi explosive. Les projets sont inscrits seulement sur du papier. Il faut une révolution populaire car la situation est catastrophique. Le pouvoir d'achat des citoyens a reculé face aux augmentations des prix des produits alimentaires et du carburant. C'est dommage. Nous assistons aujourd'hui au financement de certaines organisations par l'argent de la drogue. Cette grève n'est que le début d'un lent mouvement de protestation. Il faut trouver des solutions aux problèmes du peuple. Le Marzen n'a pas encore réagi à ce débrayage, préférant adopter la politique de l'autruche face à une rue qui gronde et des citoyens en colère qui disent basta à la dégradation de leur pouvoir d'achat. Ce midi, nous vous parlerons d'élevage équin, un domaine qui se distingue par un savoir-faire unique. Notre journaliste Naïma Loualish est allée à Ouled Djellel, près de Sétif, à la rencontre de Djamel Goumache, un éleveur passionné qui veille à la santé de ses poulains dès leur naissance. Son engagement va bien au-delà d'un simple élevage. Il œuvre pour préserver un métier noble et précieux. Reportage. Ici, à Ouled Boutara, près de Sétif, les Goumaches sont des éleveurs de père en fils. Voici une trentaine de chevaux barbes qu'entretient cet éleveur qui possède un savoir unique dans le choix des reproducteurs, la surveillance des gestations et l'accompagnement des poulains dès les premiers instants. Une belle jument doit avoir une taille haute, des mensurations fortes, une couleur admirable. Le bleu, c'est la meilleure couleur pour la robe d'une jument. Ensuite vient le noir, puis le marron. La couleur de la robe change en fonction de l'âge du cheval, qui naît rouge, ensuite marron, puis devient gris et finit ces derniers jours dans une robe immaculée. Particulièrement résistant aux conditions climatiques extrêmes de la région, le cheval barbe est surtout élevé pour la fantasia, les courses, le commerce et le maintien d'une tradition équestre très ancrée dans la tribu des Ouled Djellel. La preuve, cette selle centenaire sertie d'argent. Ces selles, on les a conservées depuis un siècle. Bien avant l'indépendance, ça appartenait à mes aïeux et je ne les vendrai pour rien au monde. On les rafistole, les nettoie, on ne peut jamais trouver pareil sur le marché. Quand elle est bien nettoyée, une selle peut valoir quelque chose comme 1 million de dinars. D'une façon ou d'une autre, l'éleveur hippique contribue à façonner l'avenir de la filière en élevant des chevaux de qualité, que ce soit pour le loisir, la compétition, le folklore ou d'autres disciplines équestres. Nous arrivons à la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, vous retrouverez Nour Moqaddam pour l'édition de 19h. Quant à moi, je vous souhaite un excellent après-midi.